Pourquoi plus de gens ne parlent-ils pas du problème avec nos casques? Quoi, ça? On dirait juste Du polystyrène. C'était comme des hématomes. À l'intérieur de mon cerveau? Ça n'a aucun sens. Personne ne tombe comme ça. Les blessures mentales ont autant de répercussions sur ma vie quotidienne que les blessures physiques. Le principal souci des casques de moto est que tests et recherches sont obsolètes. Cela peut prendre des années, voire des décennies, même pour nos achats en magasin. Pour rattraper ce que les neurochirurgiens découvrent sur la table d'opération, les ingénieurs apprennent dans le laboratoire d'essai ce que les cerveaux des motards vont réellement concevoir et ce qui sera finalement produit en masse. Après mon premier accident et mon hospitalisation, j'ai compris que je connaissais peu l'équipement. Par exemple, je ne savais pas si ce que je portais était vraiment le meilleur équipement que j'aurais pu porter. Je suis donc devenue obsédée par l'idée d'en apprendre plus sur l'équipement cet été. Ce que je découvre est assez troublant. Je pense que les entreprises feraient avancer les choses si elles savaient que nous étions au courant de tout ça. C'est pour ça que je lance toute cette nouvelle série, plongée en profondeur dans l'équipement. Au début, donc avant 1930, il n'y avait pas du tout de casque. Les gens connaissaient peu les blessures à la tête et l'équipement de sécurité. Les pilotes utilisaient simplement des bonnets en cuir. En 1935, c'est là que le signal d'alarme a retenti. Le tournant fut la mort de Thomas Edward Lawrence d'Arabie, dans un accident de moto. Son neurochirurgien a étudié les traumatismes crâniens et promu le port du casque. Les estafettes militaires britanniques ont porté des casques pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est qu'aux années 50 et 60 que sont apparus les premiers casques à coque rigide. Des entreprises comme Bell ont lancé le premier casque de moto doté d'une coque rigide et de doublures souples pour absorber les chocs. En 1954, Bell a lancé le 500 TX, l'un des premiers casques à l'apparence moderne, mais il n'était pas encore largement porté. Les lois et normes n'ont émergé qu'aux années 70. Face à la hausse des morts accidentelles, les États-Unis et d'autres pays ont instauré des normes de sécurité pour les casques. Gas est un cycliste et il sait ce qui est le mieux. Il ne faut jamais conduire une moto sans casque. Les États-Unis ont instauré la certification Department of Transportation, alors que Snell, organisation privée, imposait des normes plus strictes. Les casques intégraux gagnent en popularité à cette époque. Avec l'arrivée de matériaux de meilleure qualité entre les années 90 et 2000, les casques utilisent désormais des matériaux légers et résistants comme la fibre de carbone, les composites en fibre de verre et des doublures en mousse polystyrène expansée absorbant les chocs. Les fabricants se sont concentrés sur l'ajustement, la ventilation et l'aérodynamisme, surtout pour la compétition. Depuis les années 2010, il y a des casques intégraux, modulaires, double usage et demi-casques. C'est juste pour information. Voici les zones d'un casque ou de ton visage, selon ce que tu portes, qui sont le plus souvent endommagées lors d'un accident. Les casques actuels offrent de nombreuses possibilités d'amélioration. Découpons-en quelques-uns pour voir leur intérieur. Je suis donc ici avec John d'ETBT Racing, un duo père-fille de course. John a gentiment répondu à mon appel sur Instagram pour savoir qui pouvait m'aider à découper un casque. Il a dit qu'il pourrait en découper 5 pour nous aujourd'hui. Absolument. Merci, Jean. pas de problème. Pourquoi as-tu découpé la chaussette et les casques? À quoi ça te sert? Ce sont des vélos de taureau, non? Alors j'en coupe des morceaux pour les alléger. Par exemple, les sous-châssis noirs et violets des vélos n'existent presque pas. Voici donc les casques que nous allons découper. Nous allons commencer par un Sedici. Le premier casque de mon mari, un ABV mon deuxième casque, un Shuei mon troisième casque, un Arai. Je n'ai pas utilisé ce casque, mais seul le Bell a le MIPS. Il suffit de le mettre en place pour qu'il ne bouge pas. Je n'en ai pas assez. Très bien. Tu es prêt? Prête? Tu fais paraître ça plus lourd, d'accord? On recommande de changer son casque tous les 5 ans, car il commence alors à se dégrader. Nous détaillerons cela dans une autre vidéo. Donc tous ces casques, sauf les derniers, ont au moins 5 ans. C'était un vrai entraînement. Quoi? On dirait juste du polystyrène? Il n'y a pas grand-chose, n'est-ce pas? Non, ça ressemble juste au polystyrène qu'il y a dans mes emballages. Ouais. Donc, la rail ressemble aussi simplement à du polystyrène ordinaire à l'intérieur. Le casque Bell avec la doublure MIPS ressemble juste à un simple morceau de plastique. N'oubliez pas ça, nous en parlerons plus tard.
D'accord, donc j'ai un casque Icon, AGV Shoei, Sedici, Arai et Bell. Et si vous faites attention, certains de ces matériaux dans les casques sont reconnaissables, et c'est parce que certains des matériaux que vous voyez dans les casques de moto n'ont pas été conçus à l'origine pour les casques de moto. Ça, juste ici, c'est du polystyrène. Il peut encaisser un choc, laisser une empreinte comme Hulk, et ensuite il devient pratiquement inutile. C'est aussi du polystyrène dans nos casques, mais pourquoi est-ce le cas? L'armure, qui est conçue pour encaisser plusieurs impacts, peut fléchir et se plier sans se casser? Pourquoi n'avons-nous pas ça dans nos casques? Nous n'y sommes pas encore. Mais je leur ai parlé et ils travaillent là-dessus, ce qui est fou. Parce que cette technologie existe pour nos épaules, nos coudes, nos genoux. Après être retombé sur mon genou à 98 km/h, si je devais choisir entre mon cerveau et mon genou, je prendrais mon cerveau. Nous avons du matériau d'emballage dans nos casques. Et qu'est-ce que c'est? Ça ressemble juste à un morceau de plastique. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Cette petite chose qui bouge à peine, apparemment beaucoup. Il y avait un neurochirurgien en Suède, Hans von Haas, qui recevait sans cesse des patients avec des traumatismes crâniens, même s'ils portaient des casques. Nous avons collaboré avec l'université locale pour comprendre la cause. Il s'est rendu compte que les casques standards étaient testés pour des impacts directs et non pour des impacts obliques. Donc, si vous avez un accident de moto, vous tombez sur un angle et vous glissez, il y a de fortes chances que vous glissiez sur une surface qui n'est pas sans friction. Pas sur la glace, vous tombez sûrement sur l'asphalte ou la terre. Cette friction et rotation peuvent causer des hématomes cérébraux. Des recherches récentes montrent que ce sont ces forces de rotation, et pas seulement un impact direct, qui causent beaucoup de traumatismes crâniens. J'ai rencontré 2 cyclistes accidentés, tous 2 avec un traumatisme crânien. Comment es-tu tombé, ton corps? C'est justement la partie dont je ne suis pas totalement sûre, parce que je ne me souviens pas de grand-chose, de quoi que ce soit. Je me souviens d'être entrée dans le virage, et ensuite je me souviens juste de m'être réveillée à l'hôpital ce soir-là. J'ai apparemment frappé l'arrière de ma tête si fort que j'ai fendu mon casque en 2. Ce truc donne l'impression que tu as glissé. Ah oui, donc... Et on est aussi tourné dessus. Oui, moi. Ça a rayé tout le devant ici, et ça a clairement fait une grosse fissure sur le... Arrière, fendu. dans le plastique, et quand tu regardes à l'intérieur... Toi, tu peux le voir. Tu peux voir la fissure là-dedans. Oui, je vais baisser ça pour que tu vois. La fissure arrive ici. J'ai eu 3 ou 4 hémorragies cérébrales, donc c'était comme des hématomes à l'intérieur de mon cerveau. Ça gonfle. Oui, donc c'est à cause de le gonflement. C'est ce que j'ai au genou. Je l'ai toujours, en fait. J'allais te demander comment ça allait. Oui, ça va beaucoup mieux. Genre, C'est encore gros. Tu as toujours un genou gonflé. oui, un genou gonflé. Émilie ressent encore des douleurs dans son corps, mais son esprit est revenu. Becky, qui a été retrouvée morte à son arrivée après son accident, a une histoire différente. Salut à tous, je suis Becky et j'ai été percutée par une voiture alors que j'étais à moto. En mars 2019, j'ai rejoint le club des 27 juste devant le cimetière d'Oakland. Un conducteur à Atlanta a tourné à gauche en me percutant de plein fouet et j'ai perdu ma jambe droite, en plus de subir un traumatisme crânien très grave. À l'arrivée des secours, j'étais jugée décédée à une heure indéterminée. Ils ont suivi les procédures légales pour un corps trouvé encore chaud et, en fait, ça a marché. Ils ont dit que la partie C6 de mon cerveau était morte, que j'avais une lésion cérébrale traumatique très grave. Oui, ça m'a vraiment retourné le cerveau. Ma mémoire est fichue. Je me souviens des choses par les émotions. Ouais, je vais être distraite par un point émotionnel ou quelque chose et j'oublierai complètement ce que je voulais dire. Mon but, je vis perdue. Oui, je ne sais pas. Vivre avec une lésion cérébrale traumatique est difficile. Les blessures mentales ont tout autant d'implications sur ma vie quotidienne que les blessures physiques. Juste, tu peux voir celui-ci. Oui. Becky était vétérinaire. Tech dirigeait les Ladyfingers, un groupe de cavalières à Atlanta. Et depuis son accident, elle n'a plus pu faire tout ça. Ça a été extrêmement difficile. Quand on reçoit un coup, ce n'est pas toujours, vous savez, une fracture d'un os qui pénètre dans votre crâne et transperce votre cerveau ou quelque chose comme ça. C'est une force centrifuge, comme si un coup faisait bouger votre cerveau.
Et avec ce genre de force, ce genre d'élan, il est simplement écrasé contre l'autre côté de votre crâne. Et c'est ce qui m'est arrivé. Ils ont dû me percer un trou dans le crâne pour pouvoir évacuer le sang et réduire le gonflement. Becky et Emily ont toutes deux subi des blessures cérébrales causées par des glissades sur le bitume, générant des forces de rotation et des hématomes dans leur cerveau. Ce qui est fou, c'est que c'est similaire à ce qui est arrivé à mon genou. Selon mon médecin, qui pratique la moto, et les chercheurs de l'université Deakin testant des centaines de protections. Vous pouvez voir où se situe votre équipement. Je mettrai le lien en dessous. Selon eux, ma blessure n'était pas due à un impact car rien n'a été cassé. La protection a rempli son rôle. Ils estiment que ma blessure vient de la friction. L'effet de cisaillement ou de déshabillage de ma peau a aussi été causé par une raison similaire. La peau s'est arrachée du muscle. Ce décollement, ce glissement et cette rotation ont causé un hématome et une accumulation de liquide dans mon genou. Et c'est ça qui a provoqué le gonflement. Tu sais, les coureurs portent parfois de la soie sous leur combinaison. C'est pour éviter les frottements. Donc, ils pensent que si j'avais juste eu un tissu en soie ou quelque chose comme ça aurait suffi à éviter ma blessure. Ce tissu fin et léger qui permet aux objets de bouger et de glisser. Ça vous parle? Comme le MIPS? Réduire la force de rotation, c'est aussi une fine couche. Des recherches se poursuivent sur le cisaillement cutané et les lésions cérébrales causées par les forces de rotation. Pendant ma convalescence et mes lectures obsessionnelles, Maria est partie au laboratoire MIPS en Suède pour découvrir pour nous ce qui est si important dans ce petit morceau de plastique jaune. Je n'arrive pas à y croire. Mais Doodle m'a emmené jusqu'à Stockholm, en Suède, pour visiter MIPS. Viens découvrir ça avec moi. J'ai dit que cette vidéo était chère. Voici quelques-unes de mes dépenses et revenus 2024. En tant que YouTubeuse, j'ai dépensé 16 000 $ en voyage pour des vidéos avec Maria et Whitney l'an dernier. Et si on regarde du côté des revenus, tu verras que la plus grande partie vient de toi, grâce à AdSense et aux sponsors. Donc, nous sommes une marque d'ingrédients, ce qui veut dire que nous ne produisons pas nos propres casques. Nous collaborons donc avec différents fabricants de casques. Nous collaborons avec plus de 150 marques, avons plus de 1000 modèles sur le marché et nous avons vendu plus de 50 millions d'unités. Et donc, le principe du système MIPS vient en fait de l'anatomie humaine. Donc, vous avez comme le cerveau, puis vous avez un crâne, et entre les deux, il y a un liquide, ce qui rend cela possible. Comme un mouvement relatif. Entre ces deux éléments, nous essayons de créer ce mouvement relatif entre la tête et le casque, donc comme deux systèmes, l'un interne et l'autre externe. Nos cerveaux contiennent 75% d'eau. Voici ce que fait cette eau quand elle glisse sans presque aucune friction. Mais sur l'asphalte, il y a beaucoup de friction. Ce qui fait tourner notre cerveau, et comme vous pouvez le voir, notre cerveau peut réagir différemment lorsqu'il y a des forces de rotation en jeu. Donc, nous testons un casque sur 4 points d'impact différents, frontal, latéral, arrière et ce que nous appelons incliné. C'est parti! Tu es prêt? Je suis prête. On va faire du saut à cheval. En utilisant différents manomètres et des vidéos au ralenti, les ingénieurs peuvent déterminer à quel point la tête équipée du MIPS subit un impact par rapport à la tête sans MIPS qui en subit davantage. Si vous regardez comment le nez descend dans le casque et celui-là, comparé à celui-ci, vous voyez que celui-ci, avec notre système à l'intérieur, descend plus loin dans le casque. Comment la forme de la tête descend dans celui-ci et ne subit pas autant de rotation, tandis que celui-là tourne davantage en sortant. Donc, c'est une grande différence. C'est une grande différence. Il y a 30 à 40 ans, vous regardiez les constructeurs automobiles. Ils fabriquaient des voitures, les crashaient contre des murs, puis les concevaient pour qu'elles soient sûres. De nos jours, ils font tout cela sur ordinateur. Puis ils construisent juste une demi-voiture pour vérifier que ce qu'ils ont calculé est correct. Et c'est quelque chose que nous voulons faire avec l'industrie du casque.
Comparer les simulations virtuelles et en laboratoire permet à l'équipe de vérifier la précision des tests virtuels et de les appliquer à d'autres facteurs, comme des vitesses supérieures à celles du laboratoire. Ces tests dressent un tableau saisissant de l'impact que le système MIPS a lors d'une collision. Regardez simplement à quel point le cerveau subit plus de blessures lors d'un impact oblique ou angulaire par rapport à un impact direct. Et c'est le seul type d'impact pour lequel votre casque actuel est testé. Ça, c'est tellement... C'est fou pour moi, ça n'a aucun sens. Ne tombe comme ça dans aucune de ces situations. Je ne sais pas. Ça m'énerve juste que ce ne soit pas obligatoire, mais aussi que ce ne soit pas quelque chose que je sache. Je sais que les médecins peuvent réparer un os, non? Je sais qu'ils pourraient réparer mon crâne, mais pourraient-ils me rendre la mémoire? Pourraient-ils la ramener? Genre, donc ça, juste. On dirait que... C'est celle qui aurait dû être prioritaire. Oui, quand tu penses que j'aime ça, oui, je suis d'accord. Mais voilà le problème. Tester cela, amener les marques de casque à l'intégrer et faire adopter ces normes, c'est encore en cours. J'y crois fermement. Peu importe ce que tu fais, tu dois avoir un but solide, n'est-ce pas? Entre 2010 et 2014, on était 5 à bosser comme des fous. Je n'ai jamais remis en question le but et je n'ai jamais remis ça en question non plus. On va devoir faire en sorte que ça marche parce que c'est tellement important. MIPS utilise ce but et cette passion pour stimuler la recherche et de nouvelles innovations, y compris dans les tissus, le confort, les doublures et les casques pour toutes sortes de disciplines, pas seulement pour les vélos ou les motos. Encore aujourd'hui, de nombreux casques ne protègent pas contre la rotation. Les certifications Department of Transportation et SNUL ne considèrent pas totalement ces forces. Tous les casques n'ont pas les dernières technologies de sécurité, même parmi les plus chers. J'espère en avoir un autre pour mon road trip dans 2 semaines. La réalité est que vous comptez peut-être sur une technologie dépassée par nos connaissances actuelles. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a tellement de génies talentueux qui travaillent activement là-dessus et qui améliorent les choses chaque année. Et nous avons parcouru un très long chemin depuis les casquettes en cuir d'il y a 100 ans.